Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Eh bien, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Et là, on va voir à quelle allure, voilà l'allure à laquelle l'humanité évolue vers son ultime perfection. Vous allez la voir apparaître là, dans une petite seconde. Voilà. Alors, ça y est, on arrive. Voilà. C'est bien, super. Voilà. Le volet. Le volet. Ah, le petit train du volet. Voilà, alors ça c'est l'allure, ben, ça fait ça met, c'est fou hein, comment je sens même de la timidité devant ces petites choses là, des gens qui me font signe. Bref, alors voilà, ça c'est l'allure à laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, c'est-à-dire à l'allure où les choses allaient il y a quelques siècles encore, quand les hommes évoluaient à l'allure de la nature. On a un peu accéléré le monde et on en voit les affres, hein, les problèmes que ça pose, mais évidemment l'humanité, elle rectifie toujours le tir. Il y a voilà ce grand moment d'évolution intense, d'évolution et d'accélération du temps où on n'a plus le temps de rien. On se rend bien compte que maintenant, globalement, on devrait gagner du temps avec tous les progrès qu'on a réussi à avoir avec Internet, avec etc. etc. Et si on remarque bien, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, il y a un petit problème à ce niveau-là que l'humanité devra résoudre, c'est-à-dire redonner du bonheur à la vie, faire un petit peu réduire cette accélération, comprendre qu'on n'est pas forcément pressé, qu'on ne doit pas être pressé d'évoluer comme on évolue, comme le marché essaye de nous faire croire qu'il faut se presser pour faire les choses. On peut très bien aller à une allure beaucoup plus lente, à une allure qui convienne à chaque être humain sur cette planète, et voilà qu'on n'est pas obligé de rationaliser tout ce qu'on touche, comme le marché semble vouloir le faire, en réduisant le personnel dès qu'il peut le faire un peu partout. Voilà, l'hôpital devrait avoir le double de personnel et les gens travailler la moitié des heures qu'ils font, tout simplement. Et pareil pour l'entretien des villes, pour l'entretien des villages, pour tout ce qui pour tous les services publics, ça devrait être la société humaine devrait privilégier ce genre de choses, l'aide à la personne, etc. On n'a pas voilà comme ça se passait à l'époque de Tati, hein, quand on voit le facteur de chez Tati qui se balade en vélo, qui a malgré tout le temps et comme le facteur cheval de construire un palais tout en livrant ses lettres. Voilà. Donc on reviendra à ça évidemment parce que la mondialisation elle s'est accélérée
pour des raisons qui sont extrêmement explicables. Hein. C'est le marché, le système du marché, le libéralisme, l'oligarchie, on pourrait dire, a pris le pouvoir à partir de la chute du communisme, et le patronat, parce que c'est le patronat globalement, sa seule façon de penser le monde, c'est sa seule façon de penser le monde, c'est l'enrichissement, c'est voilà ce qu'elle appelle la rationalisation, des choses comme ça. Voilà. Et donc ça fait partie de son identité, de son ADN, on pourrait dire. Et quand il n'a pas d'opposition, eh bien, le patronat fonce et réduit tout ce qu'il peut réduire, fait des esclaves, quoi. Il aime ça, faut le dire comme ça. C'est quelque chose de qui est dans sa psychologie, pour pas dire dans sa pathologie. Il aime avoir des gens qui sont corvéables, qui travaillent du matin au soir, parce que en fait, il s'imagine comme ça, il se voit comme un patron, se voit comme quelqu'un qui a jamais le temps, qui travaille du matin au soir, etc. Évidemment, il n'a pas du tout la même finalité, le même état d'esprit, l'esprit de compétition, l'esprit de combat, c'est peut-être des guerriers, c'est peut-être, etc. Mais le peuple n'a pas du tout cette mentalité-là. Et les dominants veulent que, pas par narcissisme, que tout le monde leur ressemble, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire mais ils ne travaillent pas, les gens ne trouvent plus personne qui travaille. Regardez-moi ce que je fais, moi je travaille 20 heures par jour, je fais, etc., etc. Bref, tout ça pour arriver, comme Bernard Tapie, dans ses derniers moments de vie, à dire il n'y a que Dieu qui est important, quoi. Donc comprendre au final que c'est une absurdité, finalement, cette façon de vivre. Mais bon, cette façon, elle a été importante parce que elle a permis, en fait, de faire cette mondialisation, d'accélérer cette mondialisation, de tisser une sorte de toile sur le monde, là, en 30 ans, qui est hallucinante. Hein. Les industriels occidentaux sont allés s'installer dans les autres pays, donc il y a eu des rencontres. C'était pas la meilleure façon, c'était pas la bienveillance qui était le moteur de ces échanges, mais en fait, ils ont été faits, les échanges. Et les échanges, ils sont faits à la hauteur des niveaux de conscience. Quand les Romains sont allés se rencontrer avec l'ensemble du monde, ils n'étaient pas les plus... C'était pas la bienveillance qui les a motivés. Il y avait la curiosité, très certainement, il y avait le désir de connaître autrui, etc., etc. Mais il y avait aussi le désir de dominer, d'asservir, d'écraser, d'abuser, etc., etc. Donc, les choses se font comme elles peuvent se faire. C'est comme ça qu'un système progresse, et comme un être humain, il est obligé de passer par l'adolescence, d'abord par être un bébé qui se casse la figure après 3 pas, qui tombe, qui met ses doigts dans la prise, qui comprend pas les choses, puis un adolescent qui va se prendre des risques incroyables pour aller voir un peu jusqu'où il peut aller, pour aller tester ses limites, etc. C'est un peu comme ça que l'humanité évolue. Et donc, la mondialisation s'est encore faite sous cet angle-là, sous cet angle un peu de la domination, subordination, et du désir de toute puissance, et de la prédation, etc., etc. Mais on va en sortir.
Voilà, le monde n'est pas, on n'est pas dans des systèmes stables ou qui régresseraient, qui pourraient accélérer encore cette absurdité jusqu'au pire. Non, il y a un certain moment, là, le monde se révolte et on passe sur un autre modèle. Le modèle évolue. À chaque fois, c'est un petit peu comme ça. Il y a une vraie logique à chaque façon dont l'évolution se déroule. Et y compris la nôtre, celle de notre contemporanéité. Alors, je voulais je voulais continuer avec mon petit travail sur ces fiches-là. Celle-ci, tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est la prochaine fiche. Et c'est les œuvres et c'est Candide apparemment qui est en exergue, donc Voltaire. Je ne l'ai pas lu, hein, évidemment, je fais toujours comme ça. Je prends appui sur des bouquins ou sur, voilà, là actuellement c'est des fiches. Et tiens, c'est intéressant, c'est une femme qui a été mise à la place d'un homme, il me semble, de Léonard de Vinci, mais c'est pas sûr. Voilà. Alors, eh bien, comme d'habitude, je vais lire ça se présente sous la forme de thèse et d'antithèse et de synthèse. Et donc, je vais lire juste l'introduction qui présente la thèse et l'antithèse. Alors, tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? C'est, je pense, la phrase de Leibniz. Et je suis tout à fait d'accord avec Leibniz. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec la philosophie de Newton. Je suis tout à fait d'accord avec la philosophie de Spinoza, etc., etc. On a affaire là à des penseurs inouïs, en fait. Et donc, quand il pense que tout est parfait dans le meilleur des mondes, il inclut l'idée que ce que nous présente le monde aussi, parfois, est désastreux. Oui, il y a des tremblements de terre. Je pense que c'était un petit peu ça que Candide a voulu développer Voltaire en critiquant, pour critiquer l'œuvre de Leibniz. Oui, mais alors si d'un seul coup il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne et des millions des milliers de personnes sont mortes, oui, on a affaire aussi à la souffrance, au mal, etc. Ça fait partie de notre mécanique d'évolution. Mais c'est une mécanique qu'on finira par vaincre. Parce que, par exemple, oui, on n'évitera pas, bien entendu, les catastrophes comme celle-ci, mais les maisons peuvent très bien finir dans 500 ans par être absolument qu'il n'y ait plus de maisons qui s'écroulent, quoique au moins dans toutes les zones sismiques, par exemple, etc., etc. Donc on peut arriver à aller vers quelque chose. Et puis même on peut accepter que la mort, elle fait partie de la vie et elle est là. Mais ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à de l'imperfection. On a affaire à un monde qui évolue comme ça, qui évolue avec ces dimensions-là parce qu'il n'a pas pu faire autrement, sinon il aurait fait autrement. S'il y avait eu une solution pour que l'évolution se passe d'une autre manière, ça aurait été un autre type d'évolution qui aurait été fait. Mais en fait, ça ne veut pas dire que le principe créateur serait méchant ou tortionnaire ou quoi que ce soit. Voilà, alors je vais lire ces deux petites
ces deux propositions déjà. Alors, tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? La thèse, oui, le monde créé par Dieu, parmi tous les mondes possibles, ne peut être que le meilleur. Pour l'instant, on n'a que ce monde comme référence. Donc on ne peut pas dire un autre monde serait possible. Il faudrait avoir une référence pour savoir si un monde qu'on pourrait dire idéal pourrait se développer. Est-ce que de rien, de ce vide quantique à l'origine de l'univers, de cette puissance, de la puissance divine qui a créé l'univers et qui l'a conduit jusqu'à ce que nous connaissons là, un univers qui est en expansion, une terre qui a vu apparaître la vie, l'écosystème, et puis les animaux, et puis les hommes, etc. Est-ce que, et les hommes avec cette intuition d'aller vers la perfection, de travailler au perfectionnement de l'humanité jusqu'à atteindre cette perfection. Pourquoi le monde s'est fait comme ça? Voilà. Si on pouvait, si on avait le choix entre un autre monde, et on pourrait dire, ben oui, l'autre monde est meilleur que celui-ci. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autre, c'est celui-ci, et c'est donc le meilleur des mondes possibles. Et alors l'antithèse, ça serait non. L'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Ben, le mal existe, mais c'est pas une démonstration. Ce que nous avons, nous, appelé le mal, existe, mais on est bien les seuls à se révolter contre ce mal. Et c'est pas pour rien qu'on se révolte contre le mal. Les animaux ne se révoltent pas contre le mal. Il y a un fonctionnement qui est comme ça. Il y a des prédateurs, voilà. Le monde est établi sous cette forme-là. Ils doivent se soumettre aux caprices du climat, etc., etc. Mais l'homme a décidé, a pensé d'abord que ce qui était la souffrance, on va l'appeler mal, ce qui était le fait d'abuser de ses congénères, ça sera le mal, etc., etc. Et ça, on va le tâcher de le faire diminuer, et puis de siècle en siècle, on le fait diminuer jusqu'à le réduire à ce qu'il sera dans 5 ou 6 siècles, c'est-à-dire rien. Le mal sera vaincu. Donc ce que nous appelons le mal, c'est une sorte de moteur pour l'humanité. Sans l'envie de réduire le mal et de développer le bonheur, en somme, hein, d'écarter la souffrance de plus en plus et de survolter le bonheur, eh ben, c'est le mécanisme de notre évolution finalement. Et grâce à ça, on va vers notre perfection. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et bien voilà, c'est tout. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner si vous le jugez intéressant, d'en parler autour de vous, de cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, et puis de laisser des commentaires si vous avez envie. Ah, ça me fait penser que quelqu'un a laissé un commentaire, il faut que j'y réponde. Merci de votre écoute en tout cas, et de votre soutien silencieux.